Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 80s et vous. 80s et vous, comme vous le savez désormais, est une émission de la galaxie 80s le podcast dont le concept est très simple. Je reçois ainsi une personne ayant connu les années 80 pour diverses raisons, soit qu'elle ait marqué celle-ci par son actualité à cette époque, soit qu'elle ait tout simplement grandi pendant cette période, ou bien encore qu'elle veuille partager avec moi sa passion des 80s. Alors la particularité de cette nouvelle émission sera aussi et surtout de découvrir l'invité sous un jour nouveau. Donc aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle série d'invités en la personne de nos chroniqueurs, donc d'80s le podcast. C'est pourquoi j'accueille aujourd'hui, donc comme le veut la tradition, ou presque, nom, prénom, date et lieu de naissance et profession. Bonsoir monsieur, donc moi c'est Jules Louise, né le 3 mars 1975 à Nogent-sur-Marne, 94. Alors, Mr. Wiz, Jules Louise, enfin bon, plusieurs appellations, mais Yes. donc chroniqueur à 80s le podcast, et donc d'où vient cette appellation Wiz ? Alors l'appellation Louise, elle vient, c'est pas compliqué, de ma grande idole François, qui était un personnage interprété par Albert Algou à la grande époque de Nulle part ailleurs. Je sais pas si tu te souviens. Très honnêtement, quand tu m'as dit François, là, ça m'a rappelé François le Français, mais rien à voir. Non, ça n'est pas ça. François, c'est un personnage qui est revenu assez régulièrement à la grande époque où il y avait L'époque des Raoul en bois et de Gilles Gros Paquet. Exactement, complètement ça. Et en fait, c'est donc un personnage qui était une agrégation de tous les François de la chanson. Donc Claude François, Frédéric François, François Valéry, Jean-Pierre François. Enfin voilà, c'est l'espèce de personnage complètement kitsch, gros, avec une grosse perruque blonde bien ridicule, un costume rose, et qui ne faisait que des compilations et que des reprises de chansons connues. Et j'étais absolument fan de la série qui passait sur Canal. Et en fait, il s'est trouvé que en 2000, quand j'ai ouvert mon premier abonnement ADSL qui venait de sortir, chez France Télécom, on m'a demandé à brûle-pourpoint, c'est quoi votre adresse mail que vous voulez créer ? Voilà. Et là, j'ai et c'est sorti, je vais vous avez qu'à mettre Jules Louise. Et puis voilà, puis c'est venu comme ça en fait. À Cannes, il fait jamais bruit. Oh, ça c'est de la veine, monsieur Godard. Vous me reconnaissez, je suis François. Est-ce que vous avez lu mon scénario? Bon, je l'ai donné à Delon et puis il a adoré, il l'a dévoré d'une traite. Oh, Delon, c'est Wiz! Oui, c'est vraiment Wiz. Allez, viens Delon, on rentre à la maison, on est fatigué maintenant. Et Wiz. Ouais. Ok, Wiz est né en 2000. Exactement. Jules Louise. Bon, alors comme je le disais, tout le monde te connaît donc par l'intermédiaire de nos podcasts et autres cadeaux bonus. On rappelle que tu as fait ton entrée au sein de l'équipe d'80s le podcast au niveau du numéro consacré à l'humour dans les années 80, si je me souviens bien. C'est exact. Voilà, avec l'ami TMDJC qui était aussi à l'époque invité de marque. Alors comment en es-tu arrivé à rejoindre l'équipe ? Je te laisse évoquer ce dossier qui peut rester secret. Non, du tout, c'est absolument pas secret. Il se trouve que Mikado, on se connaît depuis presque 20 ans, pas encore complètement, mais quasiment. Donc tu connaissais l'ouvreuse. Donc c'est ça, je connaissais l'ouvreuse en fait, parce que j'avais une copine de fac qui elle-même avait une copine de fac qui se trouve être maintenant la femme de Mikado. Et donc on s'est beaucoup vus à une époque, et puis voilà, on est resté en contact. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait je connaissais à l'époque son cousin sans savoir que c'était lui, et c'est moi qui les ai remis en fait en contact, parce qu'à un moment on s'est dit tiens, on va se donner quand même nos adresses, nos machins, nos numéros de téléphone, et quand il m'a dit son nom de famille, j'ai dit mais c'est marrant, je connais quelqu'un qui a exactement le même nom de famille. Puis on commence à papoter, il me fait bah oui, c'est mon cousin, ça fait 10 ans que je l'ai pas vu. Enfin voilà, c'est assez rigolo. Donc ça fait presque 20 ans que je connais l'ouvreuse. D'accord. Bon écoute, effectivement, alors nous on t'a naturellement intégré à l'équipe pour ta capacité à nous livrer des analyses détaillées sur moult sujets, niche, voire très niche, voire caniche. Ah oui, non, c'est clair. On peut le dire. Non, parce que tu es pointu sur des choses qui ne sont pas forcément très grand public, effectivement. Je souscris. Voilà, notamment sur des choix de disques et autres, mais bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Donc en tout cas, Wiz bien ancré dans la hit team maintenant, et puis que l'on retrouve effectivement régulièrement sur des sujets divers et variés. Alors ton actualité, Wiz, j'imagine que non seulement tu as un métier, tu as 80s le podcast, mais je te connais pas trop mal maintenant et je sais que tu as d'autres activités extra-professionnelles. Donc quelle est-elle cette actualité ? Alors l'actualité pile du moment, c'est génial parce que c'est vraiment complètement d'actualité pour le coup. Ce dimanche-là, donc ça doit faire le 13, c'est la toute première représentation d'une comédie magique
pour jeune public qui a été écrite par mon comparse Antoine Cortel, pour laquelle j'ai fait la musique originale et j'ai participé à la mise en scène. Donc c'est lancé dès dimanche, c'est une pièce qui s'appelle L'orque qui voulait manger des fraises, c'est au Théâtre Pixel dans le 18e à Paris et c'est parti pour 3 mois, donc il faut y aller, c'est formidable. Car oui, donc tu aimes bien bricoler les sons et tenter des compositions originales. Ça, je pense que oui. Tu ne peux pas le nier également. Non, du tout. Des expérimentations. Ça m'arrive. Puisque moi, je dois confesser également que quand l'ouvreuse m'a parlé de toi, donc on a commencé à discuter de tout ça et m'a donné notamment l'adresse de ton site internet où on peut trouver des extraits musicaux et des vidéos assez particulières qui font preuve d'une certaine créativité, disons. Et voilà, ça m'a tout de suite ciblé le personnage. C'est vrai que c'est voilà. L'originalité est claire dans Mr. Wiz. Ah, il y a même des images où j'ai des perruques. Enfin, c'est assez. Ah, c'est fou. Voilà, oui, c'est fou. C'est fou. Bon, alors on se recentre sur les 80s, puisque c'est un petit peu notre fond de commerce et puis un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, tu nous as dit que tu étais né en 1975, un très bon choix. Oui, J'en connais d'autres. Moi aussi. Dans la hit team. Donc, alors, comment tu peux caractériser ton profil années 80 en tant que personne née dans les années 70 avec assez de recul pour avoir connu toute la décennie finalement? Comment je pourrais dire ça? Je suis un énorme nostalgique de l'époque. Je suis rentré dedans, j'avais 5 ans, donc c'est le moment où... Et tu n'en es jamais sorti. Et je n'en suis... Est-ce qu'on peut le dire? Jamais sorti. Non, mais tu peux le dire, il n'y a pas de souci. Et puis, sans faire mon gros... C'était mieux avant? Mon gros dépressif, c'était mieux avant. Honnêtement, plus on avance, plus je me dis que finalement, il y avait quand même des choses à sauver. Donc voilà, c'est vraiment une grosse nostalgie pour cette période-là. Ça a été une époque de découverte, d'enthousiasme encore, je trouve. Même si on sortait, on va dire, historiquement, du No Future des punks à la fin des années 70, il y avait quand même un renouveau d'enthousiasme, un peu beaucoup à cause de la technologie et toutes les avancées qui sont arrivées. Il y a quand même eu énormément de choses pendant 10 ans et on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, effectivement. Et oui, et puis je ne sais absolument pas pourquoi, c'est probablement une tare, mais j'étais absolument passionné par ce qui se passait, on va dire, dans l'actualité. Je regardais le journal télé, mais complètement fasciné par même les dernières conneries que sortait Thatcher ou Reagan ou Gorbatchev ou machin. Enfin, j'avais l'impression que je vivais des moments qui étaient historiques. D'accord. Bah, c'est un peu le cas, parce que si effectivement, début des années 80, alors nous, aujourd'hui, les podcasts, c'est un peu comme les radios libres de l'époque, après l'arrivée de François Mitterrand en mai 81. C'est ça, un peu. Voilà, donc ça, c'est un peu une similitude. Et puis, effectivement, les années 80 ont été marquées par enfin, après, il y a des événements malheureusement historiques, il y en a très souvent, mais la décennie des années 80, on a connu quand même un certain nombre, dans le bon sens et dans le mauvais sens. Après, je me souviens, moi, que ce 10 mai 81, donc j'avais pareil 6 ans, et c'était... j'ai pas vraiment compris ce qui se passait, l'histoire des roses, tout ça. Ah, moi non plus. Alors, mais j'avais vraiment le sentiment qu'il y avait quelque chose d'assez particulier, de vraiment important. Pas juste le 10 mai 80, vraiment comme s'il fallait pas louper les événements, comme s'il fallait pas louper ce qui se passait, parce que ça avait son importance et que c'était des moments... je sais pas pourquoi, mais voilà, j'avais cette impression-là. Et en grandissant, du coup, décennie après décennie, puisque depuis, t'en as connu quand même plus de 3. Et oui. Après ces années, voilà. Le temps passant, t'es quand même capable d'analyser beaucoup plus les événements, mais j'imagine, enfin en tout cas moi c'est un peu mon point de vue, il te marque pas de la même façon que ça a pu être le cas quand t'avais entre 5 et du coup une quinzaine d'années, quoi. Moi je sais que j'ai des traces indélébiles sur certains gros faits d'actualité, les otages au Liban, des choses comme ça, que après, malheureusement, c'est pas que j'y prête moins attention, mais je trouve que ça m'a moins marqué une fois que j'avais une vingtaine d'années, dans les années 90, tu vois. Ce qui s'est passé après, moi j'ai un peu décrété que de toute façon l'histoire s'était arrêtée le 31 décembre 89, mais bon, donc j'exagère à peine, mais... Ah oui. Non, mais par contre, quand je reviens rétrospectivement sur certains événements, je dis voilà, c'était très enthousiasmant à l'époque, et quand on voit ce qu'on en a fait après et ce sur quoi ça a débouché, c'est là où vient un petit peu le côté critique sur les années 80, c'est plus ça, parce que quand on est vraiment dans le mouvement, voilà, on se dit quand même, il se passe tellement de choses et c'est tellement neuf quasiment tout le temps, enfin en tout cas sur une grosse partie de la décennie, tout est neuf tout le temps, mais après voilà. Tout est 89, effectivement. Tout est 89. Voilà. Mais c'est drôle parce que c'est une décennie qui a commencé d'une certaine manière, en tout cas en France, qui a commencé sur une révolution, parce que bon, la gauche au pouvoir, c'est quand même une révolution, et qui se termine sur une autre révolution. La commémoration du bicentenaire, c'est ça? Exactement, voilà, Mitterrand devenu lui-même pharaon français, qui célèbre la Révolution française. Donc c'est assez rigolo, quoi. Il y a vraiment deux pôles, hein, et on commence très enthousiaste et on finit tous très très déçus, et voilà, c'est assez... Et est-ce que tu
t'es déguisé en sans-culotte, comme à peu près les 3/4 des écoles françaises de l'époque? Même pas. Même pas? Non, même pas. Parce que c'est vrai que quand j'en parle autour de moi, souvent c'était « Alors toi, pour le bicentenaire, ah bah moi, j'ai chanté, ah bah moi, je me suis déguisé, ah moi j'ai lu la Déclaration des droits de l'homme, tout ça. » Non, mais c'est fou, maintenant que tu le dis, on est complètement passé à côté de ça. La seule chose dont je me souviens, en dehors du fameux défilé, et bon, un peu de l'ambiance festive qu'il y avait, c'est globalement la réfection de la station Bastille sur la ligne 1 du métro parisien, et la décoration du ticket de métro, parce qu'il y avait une espèce d'oiseau qui symbolisait l'événement, et il y avait une série de tickets de métro spécifiques Cette occasion. pour le bicentenaire. Ouais. Bon, alors, une petite partie que tu adores, puisque c'est à peu près ton terme préféré dès que je l'emploie. Hein, tu vois de quoi je veux parler? Même pas, j'attends. Les plaisirs coupables de Mr. Wiz. Mais alors non, mais les plaisirs coupables, c'est pas possible. À toi. À toi, Wiz. Je te laisse t'exprimer sur ce point. Je n'ai pas de plaisir coupable. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais j'ai C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Non, sans blague, c'est vrai. Et je vais le prouver. Je n'ai absolument aucun plaisir coupable. À partir du moment où quelque chose, même quand j'étais tout petit, me déclenche une émotion, un plaisir, enfin quelque chose, voilà, qui résonne, ça reste. Hein. Et ça reste et ça ne bouge pas. Mais vraiment, quoi. Et je n'ai aucune honte à me replonger dans des choses qui m'ont généré des émotions positives et du plaisir. Même quand j'avais 5 ans, je vais te dire un truc, je suis allé pas plus tard que l'année dernière, et c'est la 2e fois de suite, assister à la représentation du nouveau spectacle de Chantal Goya. J'étais fan de Chantal Goya quand j'étais petit, et j'y suis retourné il y a 3 ans, et j'y suis retourné l'année dernière pour le tout nouveau, et j'ai passé 2 heures absolument géniales. Et voilà, et j'ai pas honte, quoi, franchement. Et quand je vois la tête des parents, parce que tu vois la salle, et la salle, c'est les enfants qui ont, voilà, 5-10 ans maintenant, les parents qui, globalement, sont de notre génération, et les grands-parents. Tout le monde vient avec la banane, et tout le monde vient avec plaisir, parce que même les grands-parents, ils ont l'air de dire que ça les faisait chier à l'époque, mais en fait, non, ils sont contents de revenir 20-30 ans après. Donc non, zéro plaisir coupable. Tout ce qui me plaisait à l'époque me plaît toujours maintenant. Sacré Chantal Goya. Ouais. Moi, le soulier magique me faisait peur. Mais bon, après, avec ses grands yeux, là, Faudra qu'on m'explique, mais je pense que ça va être l'objet d'une prochaine émission, le côté anxiogène de certaines choses. Voilà, il est possible que ça revienne sur le tapis, mais ouais, j'avoue que oui, ce soulier, là, avec ses grands yeux. Il est bizarroïde, hein, c'est clair, mais je sais pas, moi j'étais... Après, c'est pas celui que j'ai vu, hein. Moi j'ai vu La Planète Merveilleuse. Mais bon, c'est pareil, j'étais fan du soulier qui vole aussi. Et puis bon, bah, sans oublier évidemment Jean-Jacques Debout, à qui on ne sait plus dire quand il est en spectacle, assis, debout, on ne sait plus. Tu vois, je t'avouerais que c'est un homme qui a un nom qui m'a toujours fasciné. Non, mais tu crois pas si bien dire, parce que justement, quand j'étais donc au Théâtre de Paris fin d'année dernière, 3-4 ans derrière moi, il y avait Jean-Jacques Debout. Et il était là, et il était justement, c'est con, il était debout quasiment tout le temps, et il applaudissait, et il était là, génial, bravo, machin, tout ça. Et tu le regardais, c'était un gamin. Mais vraiment, ça se voyait, quoi. Il était super content d'être là et super content que ça continue et que les gens soient heureux et voilà, et qu'il y ait 2 heures de douceur et de plaisir et c'était pas simulé, quoi. Vraiment, il était dedans. On peut dire que tu as vu Jean-Jacques Debout assis. Exactement. Et ça, j'avoue, respect. Chapeau l'artiste. Eh oui, formidable. En termes de choses un peu honteuses, de jouets de la honte, est-ce que tu as quelque chose à confesser sur un jouet de la honte, un objet de la honte? Est-ce que tu peux nous en sortir un de ton chapeau? J'ai vraiment un objet de la honte, clairement, et j'ai un jouet, on va pas dire de la honte, mais un peu de la déception, voilà. J'ai un objet de la honte, je suis incapable de dire pile poil en quelle année c'était, mais bon, grosso modo, je devais avoir 13-14 ans, donc voilà, c'était 88-89, quelque chose comme ça. Et ma mère m'avait, je ne sais pas ce qui lui était passé par la tête, m'avait acheté un maillot de bain, enfin un slip de bain, c'était pour aller à la piscine à l'école, un slip de bain bariolé avec une espèce de Tarzan complètement improbable juste au milieu et avec des grosses lettres multicolores au-dessus avec marqué Tarzan, fils de la jungle. Le petit homme. Non mais c'est exactement ça. Tu peux, je pense, sans difficulté imaginer, quand tu te trimbales avec ça à 13-14 ans, tu préfères le gaz, quoi. Il y a aucun doute. Donc ouais, j'ai au moins un objet de la honte et c'est celui-là. Je me souviens de l'avoir mis une fois, vraiment, mais je me souviens pas de l'avoir mis 2. Donc je pense que j'ai dû y foutre le feu.
En prétextant, je sais pas, il a dû se perdre dans la machine à laver, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Donc j'ai vraiment ça, et pas un jouet de la honte, mais un jouet déception. Mais le problème, c'est que j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Eh bien, moi, j'ai trouvé. T'as trouvé? Oh, génial. Il est parmi nous ce soir. Dis-moi. Je dirais Richesse du monde. Ah, c'est possible. Avec une boîte bleue et une planisphère, et où il s'agissait de choisissez, acheter, gérer, découvrir les ressources des 5 continents. Est-ce que ça n'était pas ce genre de produit? Parce que moi, j'avais eu ce jeu aussi, et je comprenais rien à ce qu'il fallait faire. Il me semble que c'est ça. Le nom me dit que vaguement quelque chose, mais fatalement, le contenu, c'est complètement ça, oui. Je me suis retrouvé avec cette boîte, et voilà. Puis la boîte, elle est restée parce qu'à chaque fois que je l'ouvrais, je savais pas quoi en faire. Il n'y a pas à dire, franchement, je vois pas d'autre chose que Richesse du monde. Déjà, dans son nom, Richesse du monde, ça faisait un peu comme les chocolats, tu vois. C'est tout à fait ce que j'allais dire. C'est fou, hein. Les chocolats avec les années. Les forts en chocolat, voilà, avec les noisettes et tout. Voilà. Et ouais, et t'avais des trucs de j'achète du cacao, j'achète du coton, machin. Et j'étais perplexe, quoi, devant ce truc-là. D'accord. Ça faisait un peu Bolloré ou Tapi. Le but, c'était d'écraser les autres, en fait, en ayant le plus gros empire de matières premières et tout. Probablement, oui, c'était un peu ça. Et on se demande pourquoi le jeu n'était pas vendu avec le 45 tours, là, réussir sa vie. Ça aurait pu être dedans, quoi, franchement. Donc, moi, j'ai pas adhéré, quoi. Japon. Les constructions navales, c'est 45% de la production mondiale. Oh, j'achète. Me laissez chez moi, avec la récolte russe, j'ai tout. Richesse du monde. Un jeu éducatif natant passionnant qui explique clairement le système des grands échanges internationaux. Merci. Comme tous les jeux éducatifs natants, Richesse du monde met le monde à la portée de vos enfants. Moyennant rien. Mon pétrole. Tu fais bien d'en parler de 45 tours, puisque il est normal qu'une émission consacrée à Mr. Wiz, nous parlions des disques. Donc je me suis permis de tester un peu ta connaissance, ou en tout cas de te donner quelques choix sur les différentes années de la décennie des années 80, sur les meilleures ventes de 45 tours de chacune de ces années. Donc à chaque fois, je vais te donner 3 choix et tu vas me dire lequel des 3, pour toi, c'est le mieux vendu par rapport aux 2 autres. Au secours. Donc si je me plante, ça veut dire que je suis bon pour la pendaison, quoi. Tu seras ridicule. Mais c'est pas. C'est ça. Est-ce que ce sera la première fois? Non. Je ne pense pas. Bon bah non du il tout. ne tue pas, tu le sais. Donc on va commencer tranquillement par 1980. Donc 1980, je te propose 3 45 tours. Je te propose Lio Banana Split. Je te propose Gabi, oh Gabi de Bachung. Et je te propose Te-Ok de Ottawan. À ton avis, lequel de ces 3 45 tours c'est le plus vendu? Elle est mignonne, celle-là. Ah, ça fait moins le malin. Hein? Alors, je n'ai pas étudié ça. Après. Non, mais à l'instinct, comme ça, moi, le premier, je veux dire, j'aurais pas le truc sous les yeux, j'aurais jamais trouvé. Mais j'ai trouvé quand même marrant de te soumettre quelques noms un peu emblématiques des 45 tours de l'époque. Donc, Alors, si j'étais les inrecuptibles, je pense que je dirais Bachung. Et sinon, c'est pas impossible que ça soit Ottawan. Eh bien, c'est exactement ça. C'est une bonne réponse. Un point pour Mr. Wiz. Il sauve sa tête. Mais ne te crois pas arriver, car il n'y a pas qu'un an dans les années 80. Tu le sais. Donc, eh ben, écoute, la suite pour un peu plus tard. Alors, on était un peu dans le jeu de société de la honte pour toi, Mr. Wiz. Maintenant, en plus, les jouets qui t'ont marqué dans le bon sens du terme. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Parce que je t'imagine tout à fait dans ton petit slip, le roi de la jungle, un matin de Noël, venant au pied du sapin et découvrant quelques cadeaux, lesquels t'ont marqué comme jouet que tu as pratiqué assidûment en étant petit. Alors, j'avais pas encore ce slip-là, parce qu'une fois que j'avais atteint l'âge du fameux slip fatidique, j'avais passé 13 ans et c'est fini. Enfin, Les jouets, c'était terminé. J'en ai eu un petit peu au début et très rapidement, on a vite compris que on me filait des cassettes vierges ou pas d'ailleurs, enfin des 45 tours, des 33 tours, enfin voilà, c'était ça qu'il fallait. Le reste, c'était pas très intéressant. Par contre, un peu avant, oui, il y a quelques jouets et alors je pense à un en particulier. C'est un clavier, c'est un tout petit truc, parce que c'était assez compact. C'est le Casio VL-Tone. Alors, qu'est-ce que c'est, Michel Chevalet? Alors, c'est très simple.
le Casio VLTON. C'est parti. Eh bien, Casio avait lancé une calculatrice qui faisait de la musique. Alors, c'était vraiment 3 petites notes, histoire de faire tout. Et en fait, l'épisode suivant, ça a été de lancer en fait, l'inverse, c'est un clavier qui faisait calculatrice. Donc, c'est assez rigolo. C'était un tout petit clavier, mais avec quand même 2 octaves et demi, que mon père m'avait ramené en cadeau de New York. Il était allé voir son parrain, je crois, qui habitait là-bas. Ça claque. Mon père m'a ramené ça de New York. Quand t'es gamin, je sais que le moindre cadeau ramené de l'étranger, c'est... Attends, la partie miteuse, c'est que normalement, je devais y aller. Aïe. Et la partie loose, c'est que entre 2 et 4 ans, j'ai accompagné ma grand-mère en vacances et je me suis retrouvé plusieurs fois dans des avions. Et les avions à la fin des années 70, c'est un aparté, hein. Les avions à la fin des années 70, il y a rien pour les gamins. La seule chose que tu as à faire pour t'occuper pendant 3 plombes ou 4 plombes de vol, c'est regarder les consignes d'évacuation. Donc, je suis arrivé en 1980. Il était hors de question que je mette les pieds dans un avion parce que j'étais flippé de la vie. Donc, mon père me dit, je crois que c'était en 81, il dit, tiens, je vais à New York, je vais voir mon parrain et tu viens avec moi. Et je lui ai fait une scène pour ne surtout pas y aller. Oh, c'est moche. Parce que j'avais trop peur de m'écraser. J'étais flippé d'avoir vu les trucs avec les masques à oxygène qui tombaient, machin. Je voulais plus mettre les pieds dans un avion. Donc il y allait tout seul. Il m'a renvoyé une carte postale en relief avec l'Empire State Building qui était rigolote. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Et ce fameux clavier qui était absolument génial. Je pouvais y passer des plombes dessus. Ça faisait des sons complètement synthétiques de flûte, de guitare, de piano, machin. Des rythmes des trucs un petit peu cheapos de l'époque, mais ça a été utilisé, en tout cas au moins pour la base, pour la fameuse chanson Da Da Da. C'est exactement le son de ce clavier-là qui a été utilisé à l'époque. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il a fonctionné longtemps après ? Est-ce que tu t'en es débarrassé ? Est-ce que tu l'as cassé ? Qu'est-il devenu ? Alors, il y a eu beaucoup de déménagements et de trucs et de machins, donc en fait, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Avec le slip. Il est parti avec le slip. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a 3 jours, j'en ai acheté un nouveau sur eBay, donc je l'attends. Cet homme est fou. Oui, complètement. Ah non, mais j'en pouvais plus de me repencher là-dedans. J'avais qu'une envie, c'était de remettre les mains dessus et de redécouvrir ces sons et ces rythmes complètement cheapos. Donc je l'attends avec impatience. Ça coûte cher ce genre de produit ou quoi ? Écoute, non, je l'ai un peu négocié, mais je l'ai payé. Ça vient d'Angleterre et livraison comprise, je l'ai payé 80 €. Donc c'est pas la nostalgie, hein. La nostalgie, camarade. Voilà. Oui. Et à part ça, alors un autre plus, alors je dis pas que c'est pas ludique, hein. Moi personnellement j'étais la team bon tant pis, j'avais un orgue bon tant pis, tout ce qu'il y a de plus basique, et puis j'avais dû l'acheter, mes parents avaient dû l'acheter à Continent ou à Mammouth, donc c'était pas trop New York, tu vois, dans le Berry, donc c'était différent. Mais bon, un autre jouet peut-être à nous évoquer. Alors. Oui. Le robot Saturne. Le robot Saturne. Alors, je ne sais pas si tu te souviens du robot Saturne. Alors, je peux pas dire s'il venait de New York ou pas, celui-là, j'en sais rien. Mais ça date de la même époque. C'est un robot, donc, qui marche tout seul, qui a 2 gros yeux rouges qui s'allument, bien entendu, avec des diodes à l'intérieur, qui a 4 petites fusées sur le dessus de la tête que tu peux activer manuellement. Et son ventre, c'est un grand écran de télévision. Et donc, le robot, il marche avec les yeux rouges allumés, machin. Il fait top, machin. Et puis, au bout d'un moment, il s'arrête. Les yeux s'éteignent et tu as l'écran qui s'allume. Et donc, tu as une grande lumière à l'intérieur de l'écran. Et c'est un espèce de truc plastique qui tourne plus ou moins à l'intérieur du robot avec un espèce de décor lunaire, un peu toutes les couleurs. Et ça projette ça dans toute la pièce où tu te trouves. Et puis, une fois qu'il a tourné pendant 15-20 secondes, je sais plus exactement, pouf, il se remet à marcher, puis ainsi de suite. C'est pas un peu flippant comme... on est encore dans l'anxiogène. C'est encore parti dans l'anxiogène. Ah. Moi, j'étais fasciné. D'accord. Complètement. Je le mettais dans le noir, bien entendu, parce que c'était drôle que dans le noir. Et à l'époque, mon père habitait un grand appartement et il y avait un gigantesque couloir. Et de temps en temps, j'avais la possibilité de faire marcher ce robot dans le couloir, qui faisait... Alors, dans tes souvenirs qu'il était super grand, mais tu y retournerais maintenant, peut-être que ce serait moins grand. Moi, ça peut arriver, mais... écoute, il faisait bien 15-20 mètres, quand même. Ah ouais, quand même. Et il n'était pas situé... Enfin, si on fermait les portes, il n'y avait pas de lumière, quoi. Donc, je pouvais vraiment le regarder avancer. Et je me mettais à l'autre bout et je regardais mon robot marcher tout seul. C'était génial. D'accord. Bon, un autre choix ? Un autre choix... En jouet ? Ouais.
Mon train. Une sorte de top 3. Mon train électrique. Et puis avec ça, on est complet. J'avais un train électrique. Alors j'avais des vieux trucs que mon père m'avait filés, donc avec des transfos qui sentaient vite le cochon grillé parce qu'en fait c'était des 110 volts. Mais moi j'avais mon mien à moi que je mixais un peu avec les vieilleries et c'était un TGV. Ah, je rêvais de ce train. Un peu moins que le train Playmobil, mais je rêvais quand même d'avoir ce train. C'était chouette. Et j'avais un truc génial que personne n'a. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que j'étais le grand, je te dis ça, c'était CPCE1. J'étais le fils de François Mitterrand et Appelez-moi Mazarin. Ouais. Non, pas du tout. J'étais le grand réparateur de cassettes, de cassettes audio. Et j'avais ma grande copine de l'époque qui avait une cassette avec, je crois que c'était, je creuse le truc, et je crois que c'était une histoire de Blanche-Neige. Et elle avait la bande qui s'était cassée. Et elle était désespérée et elle m'avait confié la cassette pour que je la répare. Ce que j'avais fait. Et en fait, pour me remercier, elle m'avait fait avec 3 morceaux de bois qu'elle avait cloués, qu'elle avait peints et tout, elle m'avait fait une gare pour mon train électrique. Et donc, voilà, c'était la pièce maîtresse de mon circuit. Voilà, j'avais ma gare personnalisée pour aller avec mon TGV, c'était génial. Gare TGV personnelle, magnifique. Yes, ouais. Est-ce qu'il serait pas temps de faire une deuxième petite question, genre le top de l'année 81 ? Et tente. Alors là, l'année 80, je dois dire que le choix est difficile, car on a quand même dans les 60 meilleures ventes de 45 tours, je cite comme ça en vrac, on a du Michel Thor pour lui, on a du Let's Groove de Earth, Wind and Fire, on a du Pitéric, la Cicrane et la Froumi, qui te tient à cœur. On a du François Valéry et Sophie Marceau dans Dream in Blue. Je t'avouerai que je ne connaissais pas. Moi qui adore Sophie Marceau, je ne savais pas qu'elle avait chanté en duo avec François Valéry. Je suis déçu. Ah, je dois le confier. Évidemment un peu de Karen Cheryl. Mais alors les 3 que j'ai choisis, j'ai choisi le Gigi Lionel, La danse des canards. J'ai choisi Pierre Bachelet, Elle est d'ailleurs. Ou, attention, Dallas, le générique du feuilleton TV. Qu'est-ce qui s'est le plus vendu de ces 3 45 tours, mon cher Wiz ? Probablement La danse des canards. Eh bien sûr, il est incollable. Cet homme est incollable. C'est une bonne réponse de Mr. Wiz. Magnifique. Effectivement, c'est bien La danse des canards en 1981 qui s'est vendu le plus, à plus d'1 million d'exemplaires de 45 tours. Et je ne l'ai pas. Et je l'ai. Tu te rends compte, je ne l'ai pas. Moi, j'ai La danse des petits chats. Ah, c'est pour Alf ? Non. Non. Et c'est le même qui a fait genre 1 an après. J'ai plus la date en tête, mais moi j'ai eu La danse des petits chats. J'ai pas eu La danse des canards. Parce que Gigi Lionel, donc ça peut être que Jean-Jacques. Jean-Jacques Lionel, c'est beau ça. Il me semble. Et mon disque, mais j'ai déjà eu l'occasion de l'écrire à l'occasion d'une mixtape. Mon 45 tours de l'époque, c'est Earth, Wind and Fire parce que c'est le premier 45 tours que j'ai acheté avec mes sous. C'est pour ça que je l'ai cité. Et c'est très gentil. Alors une partie jeux vidéo, puisque à chaque fois quand même une petite partie jeux vidéo. Le début des années 80, c'est l'explosion, on peut le dire, puisque toutes les années 70, on a eu droit à du Pong, évidemment, mais c'est quand même au tout début des années 80 que grosse démocratisation dans les foyers français. Donc j'imagine que tu as pu te livrer à des pratiques de jeux vidéo. Donc est-ce que tu as des machines que tu as possédées ou qui te faisaient rêver, que tu peux nous évoquer Des pratiques de la honte. Et j'ai commencé avec Pong. J'ai cherché et j'ai pas trouvé parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y en avait des tonnes. Qu'il y en avait des tonnes. Moi je pensais qu'il y avait peu de machines, pas peu en volume, mais peu de gamme en fait. Et en fait j'ai pas réussi à trouver la machine que j'avais, mais j'avais une console avec une grosse cartouche avec 16 jeux je crois dans mes souvenirs. Avec c'était que les trucs de sport. Oui. Alors c'est le tennis, le ping-pong, le tennis ping-pong, le football, le football, et puis voilà, c'est toujours la même chose. Mais j'y ai joué avec acharnement et j'ai plus là, c'est les moments où j'ai la mémoire qui flanche. Je sais pas si j'ai eu les deux en même temps ou si ça a été échelonné, mais bon, grosso merdo, à la plus ou moins la même époque, je me suis retrouvé avec l'Atari 2600 et avec l'Atari 800 XL. Alors donc la 2600 c'est la console de jeu et le 800 XL c'était l'ordinateur. La ronce de noyer comme on l'appelle, l'Atari 2600. Oui. VCS 2600 comme on l'appelle dans le milieu. Mais alors l'Atari 800 XL, je t'avoue que je le connais quand même. Alors lui c'est un vrai ordinateur. Du coup. Oui, complètement.
Effectivement, c'est le lecteur de cassette externe. Yes. Moi, j'avais eu un Philips VG5000 ou Radiola, enfin bref, mais c'était tous ces ordinateurs en basique, là, effectivement, où t'avais l'impression de pouvoir, entre guillemets, travailler avec, mais en fait, non. Ah non, tu pouvais faire des trucs, tu pouvais surtout passer beaucoup de temps à faire rien. Enfin, en tout cas, à faire beaucoup de choses pour zéro résultat. Mais c'était un souvenir émerveillé, et je fais encore un aparté, je ne sais plus comment s'appelle cette émission. Il y a eu un espèce de télé-réalité sur la BBC qui est passée il y a quelques années sur une famille classique, lambda, machin, qu'on transfère au départ dans les années 70, et chaque jour, c'est une année de plus. Ah oui. Et on les remet vraiment dans les conditions de l'époque, avec l'équipement de l'époque, et chaque année, pouf, tiens, on a inventé ça, on vous livre ça, machin. Et donc, ça se fait sur les années 70, 80 et je crois 90. Et l'émission sur les années 80, ils ont exactement la même expérience que j'avais à l'époque, comme tous ceux qui avaient le même type d'équipement, à savoir se retrouver avec des énormes bouquins avec des lignes et des lignes et des lignes de code. Et puis on tapait. Et puis on pouvait taper pendant 4 plombs juste pour avoir son nom qui clignotait en 3 couleurs. Voilà, exactement. Je l'avais évoqué avec Gianni Molinaro quand on l'avait reçu pour le premier numéro. Voilà, on s'extasiait, mais surtout avant, ça disait erreur, ligne temps. Ah mince, c'est quoi que j'ai fait comme boulette? Surtout, qu'est-ce oui. qui se passe? Le truc, c'est que j'avais des recueils de programmes, et je sais pas où mon père allait les chercher, mais il y en avait plein qui étaient faux. Genre, je tapais le truc, je vérifiais, et puis en fait, ça marchait pas. C'était désespérant. Des escrocs. C'était des escrocs. Et quand on en avait qui, enfin, donnaient le bon résultat, qui faisaient pas syntaxe error, GoTo 172, on les enregistrait religieusement sur cassette, et quand la cassette arrivait à redégobiller le programme, c'était la messe, parce que 9 fois sur 10, ça marchait plus. C'est ça. Sachant que le phénomène s'est reporté après sur les calculatrices graphiques. Puisque tu avais des gros bouquins, c'est pareil, où tu avais plein de programmes qui étaient sur des pages et des pages, dans les années 90 plutôt. Ah oui, ça me dit quelque chose. Et tu tapais ça sur ta calculatrice Casio graphique, je ne sais quoi. Et c'est pareil, une fois sur deux, ça te mettait error, step 28, machin. C'était ridicule. Ouais. C'est vrai. Ouais, je dois encore l'avoir, le bouquin, genre 160 jeux pour votre Casio FX, je ne sais combien. Et voilà. Mais j'ai pas fait ça, moi. La calculatrice, je suis resté à Soleil. Ah oui, d'accord. Ah mais ça dit Soleil, ça c'était la classe. C'est vrai que quand tu tournais et qu'il y avait écrit Soleil, alors là, superbe. Bah oui, puis il y a l'autre, mais bon, la décence veut non, que je ne parle pas. Du coup, donc là, on est quand même au tout début des années 80. Quelle était ta pratique du jeu vidéo après, au fil des années? T'as quand même continué à pratiquer ou tu t'es coupé de tout ça Eh ben, j'ai eu un gros trou, en fait. J'ai beaucoup joué avec la 2600. D'accord. Avec des Pac-Man, avec des Super Breakout. Alors ça, c'était j'étais fanatique de jeu. Je pouvais y passer des plombes. J'étais imbattable. Avec E.T., le plus mauvais jeu de l'univers. Classe. Le fameux jeu déterré récemment dans le désert du Nevada et tout ça. C'est ça, franchement, j'ai jamais vu pire. Donc voilà, mais j'y jouais quand même et j'étais content quand même si vraiment je me demandais pourquoi je le faisais. Et puis ça s'est un peu arrêté là. D'accord. Mon père, pour son taf, a acheté un combiné entre un ordinateur et une machine à coudre de chez IBM, avec un tout petit écran jaune dans lequel on mettait des disquettes, c'était 5 pouces 1 quart. Oui, les souples. Les disquettes voilà, souples, ouais. C'est vraiment un floppy disk. Qui était plus grand que l'écran, à la limite. C'était presque plus grand que l'écran. C'est un oscilloscope, ton affaire. Hein. Complètement. Et c'était censé être un ordinateur portable à l'époque, attention. Et en fait, je jouais à un jeu qui s'appelait Digger. Qui est ressorti d'ailleurs sur plein de machines après. Hein. Moi, je me souviens de Digger T-Rock sur NES, qui était un peu la même chose, et où il fallait creuser des galeries, avec des cristaux, et ainsi de suite. Exactement, ouais, complètement. Et après, il y a eu la même chose avec des fruits, Fruitifranc et compagnie. Donc voilà, les jeux où il fallait creuser. On aimait beaucoup creuser dans les années 80. C'est ça. On creusait pour trouver du pétrole, on creusait dans les jeux vidéo, on creusait pour enterrer les gens. Mais on creuse toujours, cela dit. Ça n'a pas bougé trop, non, c'est clair. Quoique, on les fait plus brûler maintenant, l'incinération. On digresse, et on ne dégraisse pas. Et alors donc après, pas de console, pas de 8 bits, tout ça, non, rien, chez les Wiz. Si, c'est passé direct très longtemps après, ouais, parce que il s'est passé quand même quelques années. Après, c'est passé sur la NES. J'ai pas eu d'épisode, je sais même plus comment s'appellent les trucs, les Commodore ou machin. Commodore 64.
Ouais. les MSX, Non. ce genre de choses. Oui, il y a eu toute une époque que j'ai complètement zappé. Bon, cela dit, la NES, on est sur 87-88, quoi. Donc on est déjà à la fin de la décennie 80s. Mais c'est ça, en fait, j'ai une époque vraiment début et une époque fin. Et au milieu, en fait, rien. Et j'imagine que tu as aussi connu les MO5 à l'école et l'informatique pour tous. En 6e, ouais. Voilà, et puis le crayon optique du TO770. Ah, c'était top. J'adorais ça. Oui, j'avais des cours d'informatique en 6e sur effectivement MO5 TO7. Merci Thomson. Avec le non-clavier, parce que finalement, en fait, c'était des touches plates avec des petits boudins plastiques pour délimiter les différentes lettres. Mais j'aimais bien le contact de ce clavier. Je trouvais ça top. D'accord. Bon, bah, écoute. Avec le stylet et comme un câble de téléphone. Ouais, non, mais On revoit tout à fait. Et je trouve que tout le long de la décennie, on avait des inventions absolument géniales. C'est fatalement on est blasé maintenant, mais non, je sais pas, il y avait quelque chose d'enthousiasmant et que tu avais envie de partager en fait à l'époque qui me manquait un petit peu. Quoi. Ok. Bon, alors ça, c'était pour la carrière 80s jeux vidéo de Wiz. Yes. Bah écoute, on va se faire l'année 82 au niveau des 45 tours. Alors, je te cite en vrac un petit Can't Take My Eyes Off You des Boys Town Gang. On avait du Richard Gottener avec le Sampa, évidemment. Karen Cheryl avec Oh Chéri Chéri. Mel Brooks qui chantait It's Good to Be the King. Et puis, mon choix de 3 disques, nous avons Jean-Luc Lahaye, Femme que j'aime. 82, oh, j'aurais mis ça plus tard, tu vois. Nous avons Philippe Laville dans Il tape sur des bambous, évidemment. Et nous avons Chagrin d'amour, chacun fait ce qui lui plaît. Chanson qu'avait choisi Maud Guillaumin, tout ça. C'est très, 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 très dur. Alors, moi, perso, c'est Chagrin d'amour, il n'y a pas de doute. Hein. Eh ben, c'est bingo. C'est gagné, monsieur Wiz. Eh ben, bon, bah voilà. Non, mais il y avait doute, hein. Honnêtement, ça aurait pu facilement être les 3. Parce que j'avoue que oui, effectivement, le Jean-Luc Lahaye, Femme que j'aime, attention, on l'a entendu un paquet de fois. Ça, là, c'est ma limite perso. Philippe Laville, je peux, mais Jean-Luc Lahaye, non, c'est plus possible. Débarquez-moi, tout ça, le micro sur le côté de la tête, tout ça. Et puis, et quand même, en bonne place, numéro 3 des ventes de 1982, je dois de le citer, Pierre Bachelet avec Au Nord. C'était les corons, tout ça. Et j'avoue que mais celui-là... moi, j'aime bien. mais moi, j'aime bien. Bachelet. Mais moi aussi, j'aime bien. Sosie de Jacques Brel, quelque part. Mais ouais. Voilà. Avec sa tête d'un stit. Il a un côté triste, complètement désespéré, qui fait que, bon, voilà, il a été mal... il n'est pas jugé à la hauteur de ce qu'il a fait. Et moi, je trouve qu'il a fait des trucs vachement sympas. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Quand on aura 20 ans, en l'an 2001, tout ça. Sachant que je le voyais énormément, bien sûr, puisque ça faisait partie du top 5 des personnes invitées le plus souvent chez Jacques Martin. Donc, comme je regardais Jacques Martin tous les dimanches, en suivant mes parents. Donc... Effectivement, il y avait l'école des fans de Pierre Bachelet, mais il y avait l'école des fans de C. Jérôme et l'école des fans d'Enrico Macias. Non, mais ne cherche pas. Jacques Martin, c'est Enrico Macias, Pierre Perret, oui. Bachelet. Demis Roussos venait quand même aussi assez régulièrement, et Annie Cordy. Il adorait Annie Cordy. Chaud cacao, chaud chocolat. Alors attention, Annie Cordy, c'est ma grand-mère. Hein, donc... Non mais attends, mais c'est surtout que, petite digression Annie Cordy, je veux dire, cette femme est exceptionnelle. Ah mais je sais. Cette femme est exceptionnelle, elle ne vieillira jamais en fait. Deuil national le jour où elle meurt, c'est pas possible. C'est vraiment ma grand-mère. Oula. Parce qu'en fait, pour l'anecdote, alors là pour le coup c'est le mariage de mon oncle. Ça a dû être un poil après celui de mes parents. Donc je sais pas, peut-être en 76, quelque chose comme ça, ou 77, je sais. Enfin j'étais là mais je m'en souviens pas. Ma grand-mère est arrivée en taxi et le taxi lui a offert sa course en lui disant non mais c'est gratuit pour vous Madame Cordy. Parce que ma grand-mère c'est le sosie d'Annie Cordy. Alors, c'est bon ça. Mais vraiment quoi. Et elle ne peut pas la supporter. Aïe, c'est le... Quand je lui dis Annie Cordy, elle commence à se rouler par terre comme si elle était possédée par le diable. Et voilà, ma grand-mère c'est Annie Cordy. Mais elles ont... C'est pas tout le monde qui peut dire ça. Elles ont à peu près le même âge ou pas? Parce qu'elle a quand même 87 ans, cette chère Annie. Bah, ma grand-mère en a 92, donc elles ont à peu près le même âge. Ok, on va dire qu'elles sont à peu près de la même classe. C'est ça. Joli. Bon, alors, on a fini sur les jeux vidéo. Après, en termes de technologie, on l'a un peu évoqué en début d'émission, et puis sur certains numéros qu'on a pu faire des teas de podcast. Quelle a été ta consommation d'appareils,
on va dire pour écouter de manière nomade ou non de la musique dans les années 80? Est-ce que tu as des souvenirs de ça? Est-ce que papa t'avait ramené de New York un baladeur ou quelque chose? Là encore, je sais pas d'où c'est venu. Il y a eu un Walkman très vite. Mais la version énorme, pas le super slim de chez Sony, machin made in Japan. C'était un truc énorme, une brique qui pesait 3 kilos où il fallait... C'était français, c'était un sac à dos comme les Ghostbusters. C'est ça, il fallait mettre 25 piles à l'intérieur pour que ça marche 3 minutes. On ne croise pas les effluves. C'est ça, non mais complètement. Donc il y a eu ça, mais j'ai pas pu l'utiliser au début, c'était vraiment, non t'es gentil, mais bon, ça coûte une blinde, tu touches pas. Par contre, moi j'avais mon petit Ghetto Blasters, alors il était petit, il avait qu'un haut-parleur. Mais bon, c'est pas grave, il faisait radio cassette, machin, et ce truc-là, je dormais avec. Ah oui, t'avais plus de place dans le lit, mais ok. Ah ouais, non, mais je m'en fous, genre j'avais mon nounours et mon magnéto-cassette, quoi. Je pouvais pas vivre sans, c'était un déchirement, limite si j'avais pu l'amener à l'école, je l'aurais pris avec moi. D'accord. Donc j'avais ça. Et en version mobile, t'as eu quelque chose du coup? En mobile, j'ai rapidement eu du Walkman et j'en ai usé quand même un certain nombre. Mais j'ai pas un Walkman fétiche particulièrement. Je me souviens que j'en avais un dans la série Ridicule. Ils avaient dû m'en prendre un à 3 francs 6 sous, histoire de, voilà, parce que de toute façon, il allait faire 3 jours comme les autres. J'en ai eu un rose en forme de cœur. Ah oui. À ma fille, celui-là. Quand même. Ça lisait les cassettes, c'était tout ce que je voulais. Il aurait pu avoir n'importe quelle tronche, du moment qu'il marchait, c'était tout ce que je voulais. Oui, mais déjà, rose en forme de cœur, déjà, c'était pas mal. J'ai senti que t'avais cherché un truc pire. Ah ouais. Mais c'était quand même particulier, effectivement. Non, c'est le pire que j'ai eu, mais voilà. Mon amour, c'était le magnéto-cassette, et quand je pouvais l'utiliser, le magnéto de mon père, en fait, qui était un vieux Grundig magnéto à bande magnétique, que j'ai racheté en brocante des années après. J'ai le même chez moi. Et le fait de regarder les bandes tourner, ça m'hypnotisait complètement. Donc j'étais très très fan de cet objet. Et puis, dans le Nomade, après, ça a été le Discman. Forcément. Voilà. Et ça a été, lui aussi, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et c'est dommage parce que c'était à une époque où on faisait Discman avec autre chose que juste du plastique. C'était solide, ça marchait super bien. Et c'était, attends, je vais noter ça quelque part. C'était le D150 de Sony. Puis il y avait surtout pas d'obsolescence programmée, tout ça. Et non, ça marchait vachement bien. Et je sais plus en quelle année je l'ai eu. Ça doit être en 88. Ça doit être en 88 parce que le premier disque que j'ai eu avec le lecteur, c'est Révolution de Jean-Michel Jarre. Ah, Révolution de Jean-Michel. Parce que Jarre, c'était mon idole. Donc voilà, c'est le tout premier CD que j'ai eu. Et j'avais ce truc-là, mais j'avais découvert le son du CD 2-3 ans avant. Parce que quand on était plus petit, on avait une amie de ma grand-mère qui venait nous garder de temps en temps. Et on l'aimait tellement avec ma sœur que, même quand on n'avait plus besoin de se faire garder, on venait dormir chez elle de temps en temps, rien que pour le plaisir de passer une soirée avec elle et puis une nuit chez elle. Et puis elle était vieille, déjà, elle avait plus de 80 balais à l'époque. Un jour, je vais manger chez elle et elle me dit, voilà, j'ai un truc, c'est absolument génial, c'est un lecteur de CD. Et je connaissais pas. Ouais. Et elle me fait, on va manger, t'inquiète pas, on va manger. Mais avant, tu vas écouter un truc. Et là, elle me sort donc son Discman, ça devait être vraiment le tout premier qui était sorti ça devait être un Sony, j'imagine, et elle me sort The Wall, que je ne connaissais pas non plus à l'époque. J'avais entendu des trucs, je connaissais Pink Floyd, mais je connaissais pas The Wall. Et elle m'a installé à sa table, elle m'a foutu le casque sur les oreilles, et j'étais parti pour 1h30 de musique. Et après, on a mangé. Pas mal. C'est un disque et une techno que j'ai découvert avec une petite mamie adorable de plus de 80 balais à l'époque qui m'a dit « Non mais c'est génial, moi je peux pas m'endormir sans écouter Pink Floyd. » C'est beau. Donc voilà, c'est un beau souvenir. Donc, quand j'ai eu le mien, j'étais content. Je pouvais aller la narguer. Bon, alors est-ce qu'on se ferait pas le top 1983 ? Faisons. Alors 1983, on a aussi bien de l'apérobique des Charlots, le gitan de Daniel Guichard, on a Mireille Mathieu et Patrick Dufy dans leur fabule. Together We're Strong. Voilà, exactement. On a bien sûr Babar de Chantal Goya, pour toi Wiz. Ah bah oui, c'est mon premier 33 tours de Chantal Goya que j'ai eu. Je crois que je l'ai encore. On a Billy, Autant des surprises parties, j'ai encore la cassette à la maison. Bananarama, Cruel Summer. Hervé Villard, Méditerranéenne. Et les 3 que j'ai choisis, alors, on peut dire que c'est un peu l'année Michael Jackson. Car nous avons dans le top 5 des meilleures ventes 1983, 2 45 tours de Michael Jackson, qui sont Beat It et Billie Jean, juste au-dessus du Rital de Claude Barzotti. Mais bon, c'est pas le même délire. Donc, alors, entre Les Forbans chante, entre What a Feeling d'Irene Cara, qui est donc la BO de Flashdance, et justement David Bowie, Let's Dance, qu'est-ce qui s'est le plus vendu, mon cher Wiz? Je vais dire encore Les Forbans. Évidemment.
Ah, cet homme est très fort. Cet homme est très fort. Et c'est drôle parce que ça fait la liaison avec justement ma petite mamie d'amour de l'époque, parce que elle me gardait moi et elle gardait une autre fille. Et en fait, elle voulait pour son anniversaire le disque des Forbanques justement. Elle voulait Chante, danse et mets tes baskets, mais elle savait pas comment ça s'appelait. Et elle m'avait raconté qu'elle était allée chez un disquaire en disant voilà, je voudrais un 45 tours qui fait wap pap pap wap pap pap. Bah évidemment. Et elle l'avait eu. Elle avait réussi à l'avoir, Évidemment. c'était génial. Eh ben, écoute, Voilà. joli, c'est un sans faute jusqu'à présent. Tu ne faillis pas à ta réputation. Donc, alors, en matière de disques et de cassettes, donc est-ce que tu peux nous parler 2 minutes de finalement un de tes petits péchés, quoi? C'est ta boulimie de disques et autres médias de l'époque, non? Je pense qu'on peut le dire. Ah bah c'est boulimique. Je peux pas dire autre chose. Je me faisais la réflexion parce que en fait je suis en train de préparer. Enfin j'ai terminé aujourd'hui la mixtape du mois prochain qui va être sur 1988. Et 1988 c'est une année très particulière pour moi parce que en fait j'ai eu 13 ans et que à 13 ans j'avais enfin le droit d'accéder à la discothèque de Saint-Mandé où j'habitais à l'époque. Et ça a été parce que là, d'un seul coup, j'étais plus obligé d'économiser pour acheter des disques. Je pouvais en louer 5 par semaine. Non, mais je dis pas la révolution. J'attendais ça. Je crois que la dernière année, je comptais les jours avant de pouvoir enfin avoir ma carte, quoi. C'était dramatique. Mais oui, on a vraiment arrêté très, très vite de m'acheter des jouets parce que il me fallait de la musique. Je peux pas vivre sans. Et aujourd'hui encore, je travaille avec de la musique dans les oreilles. Fatalement, je vais travailler avec de la musique. J'achète je sais pas combien de disques tous les mois. Je n'arrête pas. Je peux pas vivre sans. D'accord. Tu sais combien t'en as ou... En fait, j'ai pas encore fini de compter. Tu n'auras jamais fini de compter de toute façon. Si, mais en fait, je me suis, il y a quelques années maintenant, créé un compte sur un site formidable qui s'appelle discog.com. Tu gères ta collection de disques là-dessus, c'est ça? En fait, c'est une discothèque universelle collaborative. Donc, en fait, tu as toutes les éditions de tous les disques qui existent. Enfin, après, il en manque fatalement, mais dès que tu as un truc qui n'existe pas, tu le crées et ça fait vraiment une base de données collaborative pour tout ce qui a pu se faire dans tous les pays. Et ça peut aussi servir pour gérer ta collection. Et je me suis dit, le meilleur moyen, parce que je me suis retrouvé plusieurs fois à acheter des trucs qu'en fait j'avais déjà. Et là, tu te sens très très con. Donc je me suis dit, il faut impérativement que j'enregistre ça dans un endroit où... puisse vérifier. Voilà, qui puisse faire référence. Et là, pour le moment, je sais pas, j'en suis à 1800 et des brouettes, donc c'est pas énorme, mais... Ça commence à être respectable quand même. J'ai encore des caisses de vinyle à la cave, en fait, donc j'ai pas tout mis. J'ai même pas mis les cassettes et j'ai pas répertorié les 45 tours parce que j'en ai des piles aussi. Mais voilà, très très vite, beaucoup et tout le temps. Il y a pas de truc véritablement que j'aime pas. Je suis curieux de tout. Un peu tous les styles de musique et il y a quasiment rien à part peut-être l'Eurodance. Ah. Désolé Yetcha, il y avait un truc là-dessus. À part peut-être ça, il y a rien qui, à un moment ou un autre, finisse par pas m'intéresser d'une certaine manière. Mais bon, voilà. Après, les gros souvenirs, c'est mon premier 45 tours, c'était donc Earth, Wind & Fire, et mon premier 33, c'était Face Value de Phil Collins. Et je l'ai usé, mais à un point, je tenais même pas. Et puis le premier que j'ai acheté vraiment avec mes sous, c'était au pif en fait. Je voulais un disque de Supertramp parce que voilà, c'était déjà mon groupe par-dessus tout le reste. Et je voulais m'acheter un 33 tours. N'importe lequel, du moment que c'était 2. Et j'avais enfin assez, c'était 50 francs à l'époque. J'avais 50 francs dans les paluches et je pouvais aller à la Fnac. C'est la Fnac des Halles, c'était relativement neuf à l'époque. Et j'en ai pris un et en fait c'était le 10 de 77. Et c'est mon premier que j'ai acheté et puis c'était pas le dernier, quoi. Voilà. Bon, et alors en termes de cuisine, dans les années 80, est-ce que
le gastronome en culotte courte Wiz a des souvenirs de choses marquantes en termes de plats ou de bonbons ou je ne sais quoi. Enfin bref, quelle a été la décennie des années 80 en termes de cuisine pour Mr. Wiz? Eh ben, moi, je suis pas du tout sucre, donc pas de bonbons. Ah là là, vénard. Non, mais franchement, hein, je pouvais manger une bricole comme ça de temps en temps, mais sinon, non. Moi, je suis sel, complètement sel et pas du tout sucre. Donc, si c'est vraiment un plat, il a rien à voir avec les années 80. Mon plat préféré, c'est le meatloaf de ma mère. Ah, un côté musical aussi. Oui, alors, sauf que justement, la version musicale, écoute, non, c'est hors limite. Hein. Mais non, Bat Out of Hell, tout ça, machin, non, faudrait que je réécoute pour voir, mais jusqu'à présent, ça n'a pas réussi à marcher. Mais la version qui se mange, oui. Et sinon, moi, ce que j'aimais beaucoup dans les années 80, c'était un peu tout ce qui était junk food. Ah, puis en plus, étant sur Paris, t'as eu McDo assez tôt. Oui, alors on en avait discuté à l'époque, à l'occasion du cadeau bonus où on avait parlé en particulier du Whataburger. Et le fameux. Exactement. Mon premier McDo, c'est en 81. Et en fait, je me suis rendu compte à l'époque, quand j'avais travaillé justement sur cette émission-là, que c'était pas vraiment un McDo. Parce qu'il a fermé, c'était pas une licence officielle. Oui, c'était une chaîne de burgers qui a depuis périclité. Ouais. Mais j'avoue que le premier, alors que c'était dégueulasse, quoi. Enfin, franchement, j'ai souvenir du beignet aux pommes qui servait à l'époque, c'était infect. Mais absolument infect. Mais j'étais ravi d'aller manger ce truc-là que je trouvais dégueulasse, mais c'était tellement exotique. C'était le rituel. C'est ça. Voilà, c'était l'aventure. Mais oui. C'est ça, c'est le côté exotique de la bouffe de merde. C'est ça que je trouvais génial à l'époque. On n'était pas encore complètement noyé dans tout ça. Donc, il y avait ça, il y avait les bolinos. Ah, bah alors, dédicace à Yetcha, puisque grand fan des bolinos. Dédicace à Yetcha, sauf que moi, ça fait très longtemps que j'ai arrêté. Il faudrait que j'en reprenne un pour voir si ça a toujours le même goût. Mais par contre, à l'époque, ouais, un de temps en temps, je trouvais ça... exquis. Je sais, exquis. Oui, non, mais vraiment, c'était exotique. Les Roico minutes soupe. Roico minutes soupe. Aussi. Je sais plus quelle soupe c'était, où de temps en temps, tu ouvrais ton sachet, tu mettais de l'eau dedans, et il y avait des morceaux de trucs qui étaient censés être des légumes, et honnêtement, ça tenait plus du carton que du légume, quoi. Enfin, c'était imbouffable, mais... C'est pareil, je trouvais ça génial, c'était la technologie spatiale au service de vos petits creux, ça m'éclatait, mais littéralement. J'aime bien ce slogan, la technologie spatiale au service de vos petits creux, c'est pas mal. Mais oui, c'est joli, c'est beau. C'est ça. Et puis, les crêpes rectangulaires. Les crêpes rectangulaires. Oui, les trucs jambon fromage de chez Vivagel. Ah, mais bien sûr, oui, les crêpes jambon fromage. Bah oui, j'écoute, j'en ai mangé encore il y a pas très longtemps. Mes enfants trouvent ça plutôt bien, ils aiment bien. Limite, des fois, je me tâte pour en racheter parce que je suppose que c'est chez Picard, évidemment, par boîte de 20. C'est peut-être un peu beaucoup là pour le coup. Il y a des boîtes plus petites. Mais j'étais fan, je trouvais ça terrible. Le truc qui pète dans la poêle et du coup après ça te pourrit toute ta poêle. C'est ça. Et tu te dis mince, ça accroche, enfin bref, voilà. Oui, la crêpe jambon fromage, ok. C'était d'une autre planète. J'avais pas droit à du pot-au-feu à tous les repas, mais enfin bon, on cuisinait encore des choses relativement conventionnelles et vieille France. Et donc ça changeait et ça faisait exotique. Voilà, okay. Complètement. Et puis l'ovomaltine. Côté petit déjeuner, quand même, parce que au moins sortir un truc sucré, ovomaltine. Ovomaltine, c'est quand même les mecs du marketing qui ont pondu ce nom, ça fait nom de médicament. Je me suis toujours dit, mais ovomaltine. Ça fait oxyboltine, ouais. C'est fou quand même. Alors que pas du tout. C'était quoi? C'était comme des céréales, du chocolat? C'était le mélange des deux, en fait. C'était du chocolat un peu maltais sur les bords, quoi. Ouais, j'ai jamais compris. Ça avait un goût vraiment différent. Alors que tous les trucs genre poulain, c'était un peu de chocolat avec beaucoup que du sucre. Et comme j'étais pas fan du sucre, fatalement, ça collait moyen. Moi, le truc que j'aimais bien, à la limite, c'était le Van Houten. Ah, oula, trop cacaoté pour moi. C'est pour les vrais, ça. Voilà, c'est pour les vrais. Aujourd'hui, quand je me fais plaisir avec une plaque de chocolat, je prends, et c'est un chocolatier lyonnais, c'est du chocolat 100%. Oh, non, ça, je peux pas, ça. Rien que d'y penser, là. Non, c'est trop dur pour moi, ça. Bon, allez, on se fait le top 84 pour boucler cette partie culinaire. C'est parti. Écoute, dans cette année 84, on a des branches de France Gall, Chantal Goya dans Snoopy. On a évidemment La Roche-Valmont à le look Coco. On a la compagnie créole Vive le douanier Rousseau. On a Douchka, Mickey, Donald et moi. Bernard Ménez avec bien évidemment Jolie poupée. Jolie poupée. Gilbert Montagnier avec On va s'aimer. Et dans les premiers, dont mes trois choix, nous avons Ray Parker Jr. dans Ghostbusters. Nous avons Peter et Sloan, Besoin de rien, Envie de toi. Et nous avons Cookie Dingler, Femme libérée.
c'est obligatoirement Besoin de rien, envie de toi, parce que j'ai encore dans la tête la voix d'Alain de Greff qui explique dans Graffiti 80, qui explique sur Canal+, quand ils ont voulu lancer le top 50, ils se sont dit on va enfin savoir ce que les Français écoutent, et ils se sont tapés 15 ou 20 semaines en tête du top, Peter et Sloan. Donc c'est obligatoirement Peter et Sloan. Que dire? Chapeau l'artiste. Voilà. Bonsoir. Non, franchement, oui, exactement. Mais quand on pense qu'on fait maintenant, honnêtement, Peter et Sloan, c'est presque sauvable. C'est vrai. C'est vrai. Par rapport à, je sais pas, un bébé Lily. Non, attends, tu vas nous citer que des trucs horribles. René Lataupe. Non, ça date un peu, ça. Enfin bref. Besoin de rien, envie de toi. Bon, alors on va attaquer plus la dernière partie de cette émission sur les films, les séries, les dessins animés, et puis voilà. Donc en termes de films, alors ne nous en sors pas 50, puisque je te connais, t'es capable de le faire. Pour toi, les films des années 80, alors il n'y a pas vraiment de critères, hein. Ça peut être le film que t'adorais regarder à chaque fois que ça passait le mardi ou le dimanche sur la télé, et que tu regardais avec ta famille, ou n'importe quel succès fantastique ou je ne sais quoi. Enfin, quels sont les classiques ou les films que tu retiens de ces années-là? Alors il y en a beaucoup, c'est difficile de faire un tri. Il y en a au moins un que je peux mettre par-dessus tout le reste, c'est Rien que pour vos yeux, le James Bond de 81, parce que c'est mon premier ciné. Avec idole Carole Bouquet. Avec Carole Bouquet et avec Roger Moore. Et sa 2 chevaux. Et sa 2 chevaux, parce que moi, je suis désolé, je suis Roger Moore à donf. Je suis pas loin de partager ton avis. Mais de chez méga à donf. Ex-aequo avec Timothy Dalton, qui est absolument génial. Mais les deux, voilà, c'est mes must. Donc celui-là, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma et je peux le regarder toutes les semaines, quoi, presque. Donc voilà. Donc, rien que pour monsieur. Je ne m'en lasse pas. Après... Aïe, c'est dur parce que j'ai eu, habitant à Paris, cette chance de pouvoir aller vachement souvent au ciné. C'est vrai, c'est un luxe. Alors je dis pas qu'on n'avait pas le cinéma ailleurs. Hein. Oui, mais bon, j'en avais pas loin et ma mère aimait beaucoup ça. Donc voilà, ça permettait d'aller voir plein de trucs. Donc je me dis, bon, il y a des tas de choses que je suis allé voir à l'époque au ciné et que je suis super content d'être allé voir au ciné. Qu'est-ce que je peux dire? Naturellement, E.T., que j'ai pas revu depuis 150 siècles. Mais voilà, E.T., c'est les années 80, je trouve. Et puis un peu tout ce qu'il y a autour. Fatalement, les Goonies. Tous ces films les films popcorn un peu. La collection popcorn Warner. C'est tout ce qu'on peut trouver dedans. C'est génial. Un peu de franchouillard, un peu, ou quoi? Oui, bien sûr. Je suis allé voir Le Gendarme et les Gendarmettes au ciné aussi. Aïe. C'est pas loin d'être le pire avec les extraterrestres. J'avoue, il y a match. Ouais, malheureusement, c'est pas le meilleur de la série des Gendarmes, effectivement. Cela dit, c'est le seul que t'aurais pu voir à la sortie. Voilà, c'est le truc. Mais écoute, je l'ai revu il y a peut-être, 3-4 semaines. Et en fait, non, je trouve que c'est... La fille du premier ministre africain, tout ça. Enfin... Ouais, tout à fait. Lui, je peux le voir, alors que, par exemple, La soupe aux choux, je ne veux plus le voir. Ah. J'y arrive plus. Pas parce que je trouve le film mauvais, je trouve le film génial. Mais j'arrive pas à le faire jusqu'au bout. J'arrive pas à le voir jusqu'au bout. La scène de fin, ça me désespère, quoi. Parce que à l'époque, quand j'avais vu le film, pour moi, c'était De Funès, il est pas mort, il est vraiment parti sur une autre planète. Hein. Ah, donc oui, d'accord. Donc cette scène-là, le vaisseau qui vient chercher les deux fermes. Ouais, complètement. D'accord. Et je trouve le film trop triste. Ah oui, quand on leur tire des ventouses sur le front et tout, là, c'est un peu déprimant. Là, quand ils servent de parc d'attraction, là, c'est... Oh non, c'est plus la Francine qui revient et puis qui repart. Ah oui, c'est assez horrible. Et puis la fin, non, je sais pas, j'arrive plus à le voir. Il est génial, mais il me désespère. Alors que les Gendarmettes, voilà, celui-là, bon, il casse pas 3 pattes à un canard, mais il m'amuse beaucoup. Et puis, il y en a au moins un que je peux aussi sortir qui m'a halluciné à l'époque, c'était Dark Crystal. Voilà, c'est pareil, c'est un peu anxiogène ton affaire. Ouais, peut-être, mais c'était top. Et il y avait, à l'époque, quand il est sorti, il y avait une espèce de, comme aurait dit Coluche, de campagne jumelée, parce qu'il y avait une exposition mince au Jardin des Plantes. J'arrive plus à me souvenir du truc. Il y avait une expo sur les cristaux géants. Oula, effectivement, oui, ça correspond bien à l'ambiance de Dark Crystal. Oui. C'était complètement jumelé parce que j'avais ramené de cette expo le catalogue où il y avait des photos du film, enfin, il y avait des scènes du film qui étaient plus ou moins recréées. Et voilà, les deux étaient en partenariat d'une certaine manière. Et donc j'avais d'un côté vu le film que j'avais adoré et l'expo qui mettait le truc un peu en perspective. Et je le regarde encore aujourd'hui assez régulièrement, je dois le dire. Et je m'en remets toujours pas, quoi. Je suis cueilli à chaque fois. Je suis très très fan de Jim Henson. Ok, grande chanteuse. Bon, celle-là, je la fais à chaque fois. Top 85, tiens. Yo. Allez. Nana Mouskouri dans L'amour en héritage, oui. Bien sûr. Nous avons Annie Cordy dans Chaud Cacao. Ah oui. Madonna, Like a Virgin.
Philippe Laville qui, après les bambous... Collet serré, peut-être? Non, elle préfère l'amour en mer, gentiment. Ah oui. Lemon Incest de Charlotte et Serge. Nous avons Le jour s'est levé de téléphone. Nous avons Take On Me Daha. Alors là, ça fait partie de mes chansons cultes. Un petit Baltimora Tarzan Boy. Un petit Jean-Jacques Goldman, Je marche seul. Un Johnny Johnny de Jeanne Masse. Et dans les premiers, c'est parti Wiz. On a Opus, Life is Life. Je te donne, Jean-Jacques Goldman et Michael Jones. Et nous avons Éthiopie, des Chanteurs sans frontières. Alors ça devrait être Éthiopie normalement. Et oui, parce qu'il y a une règle très simple dans ces tops. Tu prends le truc exotique, tu sais que tu ne reverras pas l'année suivante, et c'est celui-là qui gagne. Quoique le numéro 2, c'est quand même We Are the World, USA for Africa. Donc j'aurais effectivement... Mais je me souviens parce que c'était le truc qui partait comme des petits pains. Il se trouve à l'époque où j'étais pas forcément super dans les disquaires à Paris, mais par contre on avait une maison de campagne dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière, et je me souviens dans le supermarché du coin, c'était à Vendôme très exactement, et je me souviens de ma belle-mère qui avait foutu dans son caddie le maxi d'Éthiopie et le maxi de We Are the World. Donc je revois le truc, et les deux sont top, hein. Franchement ça passait bien. Ça passait crème, comme on dit. Mais je dois confier que je l'ai encore. Le 33 tours avec la bouteille verte dessinée au milieu du sable, j'avoue. Honnêtement, non, on a fait plus tard. Donc, le USA for Africa est un poil mieux. Nous sommes d'accord. La version démo de Michael Jackson seul sur cette chanson est géniale. D'accord. Mais les deux, franchement, passent encore très très bien. Bon, et les séries alors? Oui. Les séries des années 80 de Mr. Wiz. C'est pareil, hein, tu pourrais en parler des heures, comme tout le reste. Mais si tu dois en retenir, allez, on va dire 3 de ces années. Aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais. Hein. Si tu veux me citer aussi des séries que tu détestes de cette époque, tu peux. N'hésite pas. Oh non, non, je garde le bien. Magnum, déjà, numéro 1, Magnum. Je vote pour. Magnum, P.I. Enfin, P.I. P.I., oui. Ah, je suis d'accord. Je trouve le meilleur générique de série qu'on ait fait sur toute la décennie. Enfin, moi, c'est mon préféré. Le regard vers la droite avec les lunettes et les sourcils et le dérapage de la Ferrari dans l'herbe, ça reste un grand moment. Je suis d'accord. J'avais peur que ça soit un petit peu passé, un petit peu... voilà. Et puis, en fait, j'ai pas encore fini de refaire toute la série. J'en ai saison 6 ou quelque chose comme ça. Et en fait, ça passe toujours, mais super bien. C'est vrai. Moins le trip guerre du Vietnam qui revient de temps en temps. Ah ouais, voilà. Et c'est exactement ce que j'allais te dire. Je n'aime pas les parties quand ils se flashback Vietnam, tout ça. On en a tous un petit peu soupé de ça, mais tu retires ça, ça reste une série qui marche encore, mais du tonnerre de Dieu. En plus, avec le doublage français qui est quand même exceptionnel. Topissime, Francis Lax. Voilà, hein. Bon, on va peut-être pas trop en parler puisqu'il est possible qu'on en parle un peu plus lors d'une prochaine émission, allez savoir. Oui, tout à fait. Ah bah, ça sera avec plaisir. Derrière, je peux mettre Maggie. Merci. Le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est moi qui réponds à cette question. mais oui, mais elle voit souvent rouge. Avec elle, ça bouge. Tout à fait, avec elle, ça bouge. Mais c'est même pas pour te faire plaisir, hein, honnêtement. J'ai racheté il y a l'année dernière, c'est à l'époque des brocantes, donc ça va être pendant l'été, un DVD qui traînait sur un étal avec une dizaine d'épisodes de Maggie. Et ils ont fait des best-of. Ils ont jamais fait l'intégrale, ils ont fait que des best-of. Il y avait des DVD un peu comme ceux des éditions Atlas, tu vois. Et il y en a eu 5 ou 6 où il y a à chaque fois une dizaine d'épisodes dessus. C'est exactement ça. Bleu, orange, rose. Enfin, je les revois tout à fait, ces DVD. Ouais. J'en ai trouvé un, je l'ai regardé. Et je me suis marré. Évidemment. Boissier Maxi Discount. Pendant 2 plombs. Mais exactement. Mon nounours. Voilà. Ma Maggie. Ex-interne des hôpitaux de Paris. Tout à fait. Docteur Pierre Bretteville. Tout ça, enfin bref. Tous les dimanches, alors que, par exemple, j'étais pas du tout fan de Vivement Lundi, que je trouvais désespérément con. Elise Mood. En livreur sur patin, ouais. Tout ça, Katia Tchenko et compagnie, c'était pas mon truc, ça me faisait pas rire. Vivement Lundi, c'était le symptôme du dimanche, c'est pas vrai, je vais mourir après, quoi. Alors que Maggie, c'était tout le contraire. Maggie, j'attendais, et Maggie, j'étais content de regarder, et je regarde encore maintenant, et ça me fait toujours autant rire. La même coiffure que L'amour du risque, hein. Ni plus ni moins. Chantal Nobel aussi, hein. Et ça fait Ferrari. Château Vallon. C'est ça. Enfin, bref. Oui. Sacha Distel, tout ça. D'ailleurs, à ce propos, elle est toujours ou À qui Chantal Nobel. Je pense, oui. Non, mais c'est une question candide. Je sais même pas. Je me suis posé la question comme ça. Mais est-ce qu'elle est toujours Elle a jamais eu le prix, je crois. Mais oui, elle est toujours dans la Ferrari.
Oui. Ah oui, ok. Une grève de la faim depuis cette époque-là. Alors sinon, dans la série des séries à la con, il y en avait une que j'aimais bien regarder à l'époque. Enfin, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était Dallas. Enfin, le fait que tu la regardes, parce que on est quand même sur 13 ou 14 saisons. Oui, tout à fait. C'était vraiment le début. Et alors, j'ai pas été revérifier les horaires de diffusion, mais je me souviens, à tort ou à raison, je sais pas si c'est un souvenir déformé ou pas, je me souviens d'être obligé de regarder, on était super content de pas pouvoir se coucher trop tôt, d'être obligé de me taper droit de réponse pour avoir enfin la possibilité de regarder Dallas. Donc ça devait être au début, quand ça passait en deuxième partie de soirée, mais je me souviens de regarder Dallas après droit de réponse. Ah, quand même. Oui, donc oui, deuxième partie, je pense, effectivement. Voire troisième. Avis aux spécialistes, soit c'est juste une vue de l'esprit, soit c'est très 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 vieux. Mais voilà, j'ai ce souvenir-là, mais par contre c'est vite passé. Mais au début, je trouvais ça Exotique. et exotique. Mais voilà, années 80, c'est le côté exotique. Souviens-toi, rien que en termes de décoration, on allait tous chez Pierre Import pour s'acheter des trucs en rotin, machin, tout ça. C'est vrai. C'était la... Osier, tout ça. Enfin, Mais oui, la décennie de l'exotisme. C'est tout à fait ça. le retour du colonialisme. Tout ça. Tout à fait, tout à fait. Bon, eh ben, on va se faire le top 86. Faisons. En 86, on a Boule de Flipper de notre amie Corinne Charby, évidemment. Yo. On a La nuit est chaude, elle est sauvage des avions. On a Je suis libertine de Mylène Farmer. On a Madonna dans Papa Don't Preach, notamment. Les musulmanes de Michel Sardou. Bibi dans Je veux pas le savoir. Jeanne Masse, Partenaire particulier. Enfin, Emmanuel Premier baiser. Voilà. Et dans les têtes d'affiche, alors, Ouragan de Stéphanie. Final Countdown de Europe. Et Les démons de minuit d'Image. Aïe aïe. Il est un peu plus casse-gueule, celui-ci. Il est un peu plus casse-gueule. Allez, je fais l'aparté tout de suite, comme ça évitera. Final Countdown, c'est vachement drôle. J'ai découvert ça à l'époque via mon père, qui en fait était allé à un match de boxe. Et l'ouverture du truc, c'était sur Europe. Mais il savait pas ce que c'était. Et donc, en fait, il a acheté tous les vinyles qui pouvaient vaguement faire genre truc machin. Pour essayer de la retrouver. Jusqu'à enfin tomber sur Europe. Et en fait, je connaissais pas la chanson à l'époque. Je sais pas, j'étais passé à côté. Et c'est quand il a enfin acheté le disque que j'ai c'est vachement sympa ce truc-là. Sinon, refais-moi les trois rapidement. Europe, Final Countdown, Image, Les démons de minuit, et Stéphanie, Ouragan. Alors, c'est peut-être pas, mais dans le sempiternel combat entre Didier Barbelivien et Romano Musumara, je choisirais Stéphanie. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Bah voilà, mais c'est pas grave, mais j'assume. C'est Image, Les démons de minuit. Ah bah tu vois, il fallait bien une erreur quand même. Effectivement, cette règle c'est toujours le truc un peu, qu'on ne retrouvera pas l'année suivante qui est en tête. Bon, alors les dessins animés, c'est pareil, si tu m'en retiens 3. Alors, numéro 1, et ça n'étonnera personne vu les épisodes précédents, c'est Capitaine Flamme. Oh, c'est original. Voilà, je suis désolé, mais c'est vraiment ça. Ah oui, non, mais complètement. On va pas épiloguer, puisqu'on sait déjà... J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire là-dessus. Voilà, je suis fan et toujours autant, et voilà. Derrière, je pense qu'on peut mettre sans problème Ulysse 31. C'est un peu dans la même mouvance, effectivement. Oh, ouais, mais enfin voilà, c'est encore des dessins animés où je trouve on se fout pas de la gueule du monde, quoi. Voilà, c'est intéressant, ça passe bien, c'est bon, quoi. Voilà, point. Après, c'est plus délicat. C'est vrai que j'ai adoré Les Cités d'Or. Donc je pourrais mettre effectivement Les Cités d'Or. Jusqu'à la fin ou juste les 2 tiers? Je sais pas si j'ai vu la fin, je me souviens pas. Les espèces de personnages, je me souviens jamais de leur nom, là, les Tolkien ou je sais pas quoi, là, avec les oreilles pointues, là. Ils sont à moitié de l'espace, là. C'est à partir de ce moment-là où à chaque fois je décroche. Je ne me souviens pas. Je sais que, Et toute la montée en puissance jusqu'à ce qu'ils trouvent la Cité d'Or. Ouais. C'est du beau boulot. Tout à fait. Ça, j'ai vraiment beaucoup suivi. Il n'y a pas beaucoup de séries que j'ai suivies avec autant d'assiduité. Mais par contre, je me souviens pas de la fin. Donc, je sais pas si je l'ai vu ou si ça m'est sorti de la tête. Donc, ça fait partie de. Et puis, pour une autre émission, je me suis retrouvé à revoir une série beaucoup plus courte pour le coup, parce que c'est sur 26 épisodes. C'est L'Oiseau Bleu. Et j'avoue que c'est pas loin d'être ex-aequo, parce que franchement, tous les épisodes que j'ai vus, je me suis rendu compte que, en fait, je m'en souvenais par cœur. Et que voilà, j'avais des images, j'avais des flashs de cette série, mais je me souvenais pas que je m'en souvenais autant en fait. Donc et c'est vraiment topissime, donc difficile. Peut-être quand même Les Cités d'Or, mais pas loin derrière il y a L'Oiseau Bleu.
Bon, et sinon, à part tout ce qui est consommation télévisuelle, écoute de musique et autres, est-ce qu'il y avait autre chose qui te fascinait comme émission à la télé ou je ne sais? Parce que j'imagine que tu te souviens encore tu nous citais Michel Polac tout à l'heure, mais oui, il y a beaucoup d'émissions qui sont nées et parfois même mortes dans les années 80, mais il y en a beaucoup qui sont nées. Est-ce qu'il y en a sur lesquelles tu souhaites revenir rapidement quand même? Ouais, déjà les émissions de variété. Mariti et Gilbert Carpentier. Mais complètement, moi je suis fanatique. J'ai pris un abonnement Télémélodie exprès pour pouvoir me refaire encore et toujours tous les grands classiques de Mariti et Gilbert Carpentier. Donc naturellement, même s'il est devenu imbitable aujourd'hui, Drucker de l'époque, Champs-Élysées, c'est un classique absolu. On n'en loupait aucune. Et je me refais maintenant des vieux Champs-Élysées d'époque et je me dis, mais limite, je me souviens encore de ce qu'il va dire, quoi. Donc, on n'en loupait pas. Et après, c'est tout ce qui est programme humoristique, type Théâtre de Bouvard, Collaro, machin, même si Collaro, maintenant, j'ai des réserves parce que ça me plaît plus. Bizarrement, c'est un des rares trucs qui me plaît plus comme ça me plaisait. Je suis plus aussi sensible. C'est rare parce que généralement, si ça me plaît une fois, ça me plaît toujours. Collaro, c'est un peu l'exception. Ça me plaît moins. Et puis, au Théâtre ce soir qui passait encore à l'époque. Jacqueline Maillan, tout ça. Je suis complètement à fond dedans. Donc ça, oui, je loupais pas. Et puis, les émissions musicales un petit peu alternatives, type Platine 45, avec Jackie, avant qu'il fasse le Jackie Show Maxi Musique. Et puis, les enfants du rock. On pouvait encore avoir de la bonne musique et des choses un petit peu... pas forcément que du mainstream à la télé. Et je me souviens encore, alors là pour le coup on sort des enfants du rock, parce que c'était à Champs-Élysées, de la diffusion du clip de Thriller, donc ça devait être en 82 ou 83, je ne sais plus. On n'imagine plus aujourd'hui une émission qui arrête ses programmes pour diffuser un clip en disant voilà, c'est l'exclusivité, c'est tout neuf et limite on arrête tout pour regarder ça. Et le surlendemain, tout le monde en parlait à l'école, donc c'était top. Moi je me souviens de Childéric. Tu te souviens de Childéric ou pas? Ah bah oui, puis ça touffe improbable, c'était le rouquin. Oui, le fils caché de Topsy. Ouais, ça pourrait. Si tu payes le prix, t'as rien compris. Ce nom, je trouvais ça... Voilà, et c'est lui, effectivement, qui est à l'origine du slogan « Si tu payes le prix, t'as rien compris ». Bon. Joli, voilà. Wiz. Joli. Oui. Non, mais il est calé. Je me souviens plus de ce qu'il faisait, enfin, du contenu du truc, mais je me souviens que je le regardais. De la même manière que je regardais à chipper, à choper, et je suis... Et j'ai plus de souvenirs, mais je sais que je le regardais. À chipper, à choper. Ça, c'était mythique, cette émission. Mais oui. Sydney, si tu nous écoutes. Bon, du coup, quitte à choper quelque chose, on va choper le top 87. On peut balayer avec du Diva du dancing de Philippe Cataldo, un petit Niagara quand la ville dort, un petit Never Gonna Give You Up de Rick Astley. On a du Call Me de Spagna, on a Lio, Fallait pas commencer, on a Casero et son fabuleux Tainana. Voilà. On a Philippe Laville et Jocelyne Berroir dans Collet serré cette fois-ci, c'est bon. Là, il est présent. Et on a Herbert Léonard dans Quand tu m'aimes. Oh là là, c'est dur ça. On a Léopold Noré, Vous, c'est l'amour, avec les mains qui faisaient les lunettes d'aviateur. Enfin, bref. Tout à fait. Voilà. Et j'ai jamais réussi à le faire, ça. Je me casse toujours à moitié les mains, bref, et ça va pas aller en s'arrangeant. Oui, j'essaye en ce moment même, et puis en fait, c'est ridicule. C'est ridicule, oui. Bon, alors, mes trois choix. Nous avons Boys de Sabrina. Nous avons La Bamba de Los Lobos. Et nous avons Joe le taxi de Vanessa Paradis. Oh. Ah, tu me simplifies pas la vie. Si tu paies le prix, t'as rien compris. Si tu paies le prix, t'as rien compris. Sachant que les trois, je trouve que ça passe encore très bien. Y compris Vanessa Paradis, quoi. Donc... Vanessa Paradis. Parce que c'est pas si tard que ça, au final. Hein, donc, ouais, enfin, sauf la tenue qu'elle arborait pendant le clip. Mais bon, après... Voilà, oui, mais la tenue que tout le monde arborait dans les années 80. On va parler de vêtements. On va parler. Justement, c'est une belle transition. Alors, quel est ton choix, Wiz? Allez, je dirais Vanessa. Bingo. Alors, pour le coup, je n'ai pas pris le numéro 1 parce que c'était trop facile. C'était Viens boire un petit coup à la maison de Licence 4. Ah tu m'aurais dit, évidemment, c'est Licence 4, Viens boire un petit coup à la maison. N'est-ce pas? Tout à fait. Et ouais. Gilou avec son petit accordéon. Évidemment. Donc, mais oui, Vanessa Paradis, Joe le taxi, plus d'1 million de 45 tours vendus en 1987. Une fois de plus, dans la catégorie bébé chanteur, vraiment, on a fait beaucoup plus tard. Hein. C'est vrai. C'était un peu, à l'époque, il y avait Elsa qui était dans la même classe d'âge que Vanessa, je dirais. T'en vas pas, tout ça. Ouais, complètement. 86, je crois. De quoi? T'en vas pas? Ouais.
Non. Oui, parce que 87, c'est 88, pardon, c'est on a Jour de neige, par exemple. Ah, voilà, non, ça devait être avant parce que c'était sur Boulevard Day 2, parce que j'avais eu la cassette pour mon anniversaire. Et juste après, il y avait Emmanuel Premier Baiser. C'est vrai, hein? Oui, bah Emmanuel Premier Baiser, c'est 87. 87 alors? Attends, non, 86, donc tu as raison. 86, Emmanuel Premier Baiser. Et donc Elsa, t'en vas pas, 86 aussi. Numéro 4 au top, gentiment. Sur le taxi et le cha-cha-chi. Sur le taxi et le cha-cha-chi. Vas-y Joe, vas-y fonce. Dans la nuit verte. Comment ne pas évoquer, comme on vient de le faire, l'aspect vestimentaire des années 80? Donc, est-ce que tu es, parce que les invités qu'on a eus jusqu'à présent, globalement, c'était quand même surtout pour dire non, mais il faut plus faire ça, monsieur, les habits des années 80, c'est pas ce qu'on a fait de mieux. Donc, est-ce que tu veux défendre un truc, un jogging, quelque chose où tu veux enfoncer, effectivement, toi aussi, cette période? Un jogging. Oh, ça me rappelle ma mamie, ça. Le jogging. Le jogging. Alors, mais c'est complètement ça. Et ça, c'était le jogging et le Minitel. Avec un U, attention. Hein. Moi, la mienne, c'était le topalin au lieu de sopalin. C'est dans la même catégorie. Alors, d'aucuns diront que les années 70, les années 80, c'est vraiment le pire de ce qu'on a pu faire. Au final, tu compares les deux, il n'y a pas photo, quoi. Le plus désespérant qu'on ait fait en termes de fringues, c'est les années 80. On est tous d'accord, je pense. Le look global avec le méché improbable, les épaulettes. Les épaulettes, oui. Les épaulettes. Guillaumin nous en avait beaucoup, Non, mais... comme dans Madame est servie. Mais c'est ça, quoi, le look working girl, enfin, c'est dramatique. Et moi, j'ai une grosse maltraitance d'époque, pré-Tarzan fils de la jungle. C'était cette association bizarre entre le vert gazon et le violet. Il y a eu une époque, je sais plus trop en quelle année, où tout était violet-vert. Oui, non, c'est pas faux. Et j'ai eu un survêtement du Conseil général du Val-de-Marne et c'était violet-vert et puis voilà, et c'est pas possible, ce truc-là c'est pareil, il a fini comme allume barbecue parce que à part le survêt bleu de l'armée, il n'y a pas pire effectivement. Le bleu but à gaz de l'armée. Honnêtement, voilà. Après, ça doit être post-80. Je me souviens d'une époque où on mettait des chemises à fleurs avec des toutes petites fleurs. Ah oui. Plein la chemise. Et ça, j'étais ultra fan et j'en mettais mais des caisses. Enfin voilà, je crois que c'est globalement le seul moment où j'ai suivi un tout petit peu la mode parce que alors, je suis pas à la mode jamais. De toute façon, c'est un éternel recommencement. Ah ouais non mais enfin à la mode. Mais moi je suis un éternel pas à la mode, sauf à ce moment-là parce que j'adorais les chemises à fleurs avec des petites fleurs. Mais je sais pas si c'était en années 80 ou années 90 donc. Le mystère. Le seul truc au niveau vestimentaire accessoire on va dire de manière générale dont je me souviens. Et ça, j'étais fan et je pouvais pas le faire. C'était 81, je pense. La fille de la concierge de l'immeuble qui me gardait, elle avait un truc, je trouvais ça absolument génial. Elle avait une montre à chaque poignet. Ah oui. Et ça, mais c'était le rêve absolu. Mais moi, j'en avais même pas une. J'avais pas de montre du tout. Donc, je pouvais pas en mettre une à chaque poignet, c'était pas possible. Et elle en avait une de chaque côté. Et dès que j'ai eu la possibilité d'avoir deux montres, c'est le premier truc que j'ai fait. J'étais plus à la mode, naturellement. Plus du tout. Mais c'est pas grave, j'étais content parce que je rattrapais le temps perdu. Bon, allez, on se fait le top 88 avant d'aborder ta chanson emblématique des années 80. Alors en 88, on a Aviateur de Véronique Jeannot, évidemment. On a les Communards qui nous disent Never Can Say Goodbye. On a Florent Pagny qui veut nous laisser respirer. On a Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Maîtresse, oh ma maîtresse d'image. On a Bernard Minet qui nous sort Bioman. On a Sandy dans J'ai faim de toi. Chambourcy, oh oui. On a Black avec son fabuleux Wonderful Life. David Hallyday qui nous chante Aïe, parce qu'il a mal. Demis Roussos qui nous aime. Enfin, quand je t'aime, quand je l'aime, je te sais. L'homme habillé avec des rideaux. Et puis, donc, dans les trois choix que je te propose, nous avons Simon et les Modanais dans Étoile des neiges. Nous avons Elsa et Glenn Medeiros dans Oh, Nothing's Gonna Change My Love For You. Non. Glenn Medeiros seul, ça, ce que tu viens de citer. Ah non. Un roman d'amitié. Et nous avons Début de soirée dans Nuit de folie, évidemment. Donc, qui est la plus grosse vente de 1988 ? Bon, allez, Début de soirée.
Évidemment. Mais un roman d'amitié, c'était top aussi. C'est vrai que c'était quelque chose. Mais le début de soirée Nuit de folie, je crois que ça fait partie des chansons que j'ai le plus écoutées. Et son fameux clip. Avec le clip d'Ozado et tout, là. On a trouvé des décibels dans ton check-up. C'est ça. Il y a plein de trucs, hein, parce que, comme je disais, je termine la playlist sur 1988 et j'ai eu vraiment la grande surprise de me rendre compte qu'il y avait plein de trucs vachement bien en 88. Alors parce que effectivement, après, on va clôturer l'émission, on va se faire le top de 89 où là, c'est n'importe quoi. Parce que si tu regardes, on a quand même du Jason Donovan, Too Many Broken Hearts in the World, tout le bazar, Prince dans la Bad Dance de Batman, les Beach Boys dans Kokomo, Francis Cabrel dans C'est écrit, enfin bref. Le fameux Aimons-nous vivants de Valérie. Au secours. Le mythique Smooth Criminal de Michael Jackson. Les Eagles, Hotel California, qui a quand même été, pareil, numéro 25 au top de 1989. Pacifique, rien à voir avec la boisson, qui nous chantait Quand tu sers. Ah, quand tu sers mon corps. Tout contre mon corps. Tout contre mon corps. Oui. Voilà. Oui. Hein. Notre ami Patrick qui nous cassait la voix et la sienne. Et dans les 10 premiers. Les 10 premiers? Non, mais les 10 premiers. Attends, franchement, donc, je t'en prends 3, tu vas me dire lequel. Ah, d'accord, tu me rassures. Mais si je regarde les 10 premiers, il n'y a que des trucs quand même, c'est pas. Voilà. Alors, le numéro 10, c'est François Feldman et Johnny Jamison dans. Attends, joue pas. Pas avec nous. On a notre ami Jean-Pierre François et le ventilateur dans la figure. Oui, tout à fait, je te survivrai. On a François Feldman, maintenant, que deviennent les valses de Vienne. On a un méga mix de Bonnet M. C'était pourri ça. La femme enfant, Mélodie, qui chantait. Attends, il n'y a pas que les grands qui s'aiment? Non, qui rêvent. Ah, qui Parce que qui s'aiment, c'est après. C'est il n'y a pas que les grands qui rêvent. Ah, il n'y a pas que les grands qui ont des sentiments. Qui s'achèvent. Enfin, tout ça. On a Jay Bunny qui nous a fait des chansons, c'était le mauvais lapin, aussi, tout ça. J'aimais pas du tout. Et là, on s'enfonce. On a la fête au village des musclés, numéro 4. Et donc, les 3 premiers, tu vas me dire lequel est le plus vendu. Kaoma, la lambada. Aznavour pour l'Arménie. Et nous avons Rock Voisine dans Hélène. Quel est le numéro 1, à ton avis? Oh, je vais dire lambada. Et c'est gagné, c'est le Super Banco. Donc, si je résume bien, Wiz, sur toute la décennie, tu as fait une erreur. Il est fort, ce Wiz, rien à dire. Ouais, non, c'est Kaoma, la lambada, évidemment. Mais avec la petite blonde et l'enfant là, qui danse. Enfin, ouais. Chico et Roberta. Chico et les Modanais. Chico et Roberta. Rien à voir avec Chico. Et les Gypsies. Non, et Chico dans les années 2000. Là. Et salut, c'est Chico, tout ça. Ah ouais, viens chercher bonheur. Voilà, va chercher. Non, je sais pas. Alors que moi, j'étais beaucoup plus, mais c'est la décennie suivante, j'étais beaucoup plus fan de la Soca Dance. Mais bon, après. Soca Dance. Voilà. Parce que j'ai pas acheté le disque de la Lambada, que j'ai acheté le CD single de la Soca Dance. Donc, c'est dire. Je sais pas ce que j'en ai foutu d'ailleurs. Je te sens bien dévié sur Saga Africa, ambiance de l'amour, tout ça. Alors, non. Non. Attention, les secousses. Non. Ou un petit Francky Vincent, peut-être, la cravate en cuir, tout ça. Non. Non, par contre, j'ai un fabuleux souvenir de je ne sais plus quelle soirée où j'étais avec ma sœur et où on a dansé sur Alice ça glisse. Au pays des merveilles. Au pays des merveilles. Et fatalement, avec elle, je peux me permettre. Et on était ultra caliente à danser sur du Francky Vincent et je revois la gueule des mecs autour, quoi. Mais c'était bonheur total. Voilà. J'imagine, oui. Bon, eh ben écoute, on va finir cette émission par ta chanson culte des années 80. Donc j'espère que tu vas nous sortir du marasme dans lequel on vient d'évoluer avec cette année 89 où les tops c'était pas non plus extraordinaire. Quelle est la chanson de la décennie pour Mr. Wiz ? Alors, comme je te disais juste avant qu'on commence l'enregistrement, ça fait 6 mois que je me pose la question si je devais en choisir une, laquelle j'irais choisir. Et en fait, bon, c'est pas possible, il y a trop de trucs, il y a trop de merde, mais il y a trop de bonnes choses aussi quand même. C'est contrairement à ce qu'on veut nous faire avaler, il y a plein de trucs super dans les années 80. N'écoutez pas les mauvaises langues. Donc, je suis obligé de faire rationnel. Donc, si je dois garder un chanteur, on va dire un seul, il n'y a pas photo, c'est Michael Jackson.
Point. C'est respectable. Voilà, je trouve que en l'état, on a fait. J'adore Prince, respect Prince, mais bon, années 80, c'est quand même Michael. À côté de ça, si je veux trouver un film qui résume les années 80, c'est E.T. C'est pas mon préféré perso, mais je trouve que voilà, c'est le film qui résume un peu la décennie, et donc c'est génial. Donc ça me donne la chanson de référence des années 80, c'est Someone in the Dark de Michael Jackson, donc qui est la chanson qu'il a chantée pour E.T. sur le disque qui raconte un petit peu, où il raconte lui-même en fait l'histoire du film, et en début et en fin du disque, il y a cette chanson-là, et que je trouve génialissime. Donc voilà, ça va être mon choix pour les années 80. Eh ben écoute, ce que je te propose, oui, c'est qu'on clôture cette émission et puis qu'on s'écoute ça pour terminer en générique de fin, tout simplement. Avec grand plaisir. Voilà. Bon, bah écoute, Wiz, merci beaucoup de t'être livré au petit jeu du 80s et vous, et puis en espérant que les gens aient appris plein de choses sur ton profil 80s et tes déviances éventuelles sur cette décennie, et qu'ils ont compris que c'était toi le boss sur les 45 tours de merde. Donc, écoutez, chers amis, merci encore pour votre soutien indéfectible sur nos émissions. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, donc 80s le podcast, et sur le site 80slepodcast.fr. On vous dit, Wiz et moi, à très bientôt, et puis ciao à toutes et à tous, et bye bye. Salut Wiz. À très bientôt. Merci encore. Ciao. Salut. Of a spark that comes shining through, it tells you never be afraid. Then somewhere in your heart you can feel the glow, a light to keep you warm when the night winds blow, like it was written in the stars. I knew my friend, my someone in the dark was you. Promise me start secret friend and me. When someone in the dark reaches out to you and touches off a spark that comes shining through, it tells you never be afraid. Then somewhere in your heart you can feel the glow, a light to keep you warm when
wherever you may be.